Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Siamo qui oggi per Nous sommes presentare ici aujourd'hui pour présenter et procéder au lancement officiel de la campagne mondiale Vaccine for All, un vaccin pour tous, une initiative qui promeut à tous l'accès au vaccin contre le Covid-19, ainsi qu'une action symbolique pour apporter des soins aux populations de cultures et de religions différentes. Bienvenue aux journalistes qui participent à la conférence de presse, ainsi qu'à ceux qui suivent la transmission de cet événement sur la chaîne officielle YouTube du mouvement des Focolari. Nous sommes en direct streaming avec des traductions en anglais, espagnol, portugais et français. Je m'appelle Lourdes Hercules du Guatemala et j'ai aujourd'hui le plaisir de présenter ceux qui font partie de la campagne. Ce sont des mouvements, des organisations de santé et des centres de recherche du monde qui croient au droit universel aux soins et à l'internationalisme des vaccins. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 qui promeuvent ce travail. Nous avons avec nous des représentants de certaines de ces organisations et ils participeront avec une brève présentation. Alessandra Smerilli, Italie, sous-secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral. Elle coordonne le groupe de travail économie de la commission Covid-19 du Vatican. Yacine Lafram, président de l'association Union Communauté Islamique d'Italie. Mario Bruno, président du mouvement politique pour l'unité. Vino Aram, présidente du chantier Ashram. Conlette Burns et Clara Piedad, jeunes pour un monde uni du mouvement des Focolari. Gianfranco Cattai, coordinateur de l'association Retinopera, Réseau en Action. Stefano Comazzi, président de l'ONG AMU, Action pour un monde uni. Edson Gallego, personnel de santé du bateau hôpital Pape François. Après chaque intervention, un espace sera donné aux journalistes pour poser des questions en direct via Zoom en levant la main. Il y aura également la possibilité de répondre à des questions que le public posera par le biais de la discussion sur YouTube. Je passe maintenant la parole à Conlette, Clara et Mario qui nous présentent ce projet. Thank you, Lourdes. Bonjour, merci Lourdes. Il y a presque un an, un groupe de jeunes du monde entier s'est réuni pour lancer la campagne Dare to Care. Notre proposition était simple. Nous voulions que les politiciens et les citoyens actifs donnent la priorité au prendre soin. Face à l'immense défi de cette pandémie, à tant de crises, nous avions et avons toujours besoin d'une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'envisager les immenses défis auxquels nous sommes confrontés. Cette campagne n'est pas un simple slogan, elle repose sur des actions, des initiatives menées dans le monde entier, qu'il s'agisse de faire campagne contre la déforestation en Inde, de manifester pour la démocratie au Myanmar, de mentorer de nouveaux leaders au Burundi, de construire des routes dans les zones rurales du Salvador, d'appeler à un meilleur dialogue politique en Espagne, ou de travailler sur la polarisation politique aux États-Unis. Dans toutes ces communautés, des gens se sont réunis pour essayer d'être ce changement qu'ils veulent voir dans leur communauté et dans le monde. Nous nous sommes engagés à faire 3 choses dans le cadre de cette campagne. Apprendre, découvrir les besoins de nos communautés locales et mondiales, agir pour y répondre et partager ces expériences avec d'autres. Lors de notre campagne de la Semaine Monde Uni au début de ce mois et ici aujourd'hui, nous avons la prochaine étape naturelle, un vaccin pour tous. Moi, je viens d'Irlande du Nord où près de 70% des adultes ont reçu une dose de vaccin et je vais bientôt recevoir mon propre vaccin. Un ami m'a raconté son expérience de la vaccination récemment. Faire la queue, recevoir le vaccin dans le bras, attendre 15 minutes et rentrer chez soi en remerciant les scientifiques qui l'ont fabriqué, les logisticiens qui l'ont organisé et les infirmières qui l'ont administré. C'est un moment où il a senti une réelle solidarité, où il a eu l'impression d'avoir fait sa part, d'avoir pris soin des autres et à ce moment-là, d'être pris en charge par les autres aussi.
Cette expérience ne devrait pas être réservée à quelques privilégiés, elle devrait être le droit de chacun, où que l'on vive. C'est pourquoi cette campagne Dare to Care, oser prendre soin, s'engage à travailler, à la fois au niveau politique et au niveau communautaire, pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le vaccin pour tous devienne une réalité. Maria Clarinia vous expliqueront maintenant comment nous allons. Oui, nous avons appris que le prendre soin, c'est le nouveau nom de la politique. Le Covid-19, qui est un mal commun mondial, ne peut être vaincu que par un bien commun mondial, la vaccination pour tous. La situation de pandémie qui nous a fait redécouvrir que nous étions tous égaux, mais aussi tous vulnérables et interconnectés, cela nous a fait découvrir la fraternité, qui est une catégorie politique, qui nous pousse à trouver une solution pour tous, surtout pour les plus pauvres, les pays qui n'ont pas accès aux soins ni aux vaccins gratuits, justement pour les plus pauvres. Et c'est l'internationalisme des vaccins qui nous semble la réponse politique que les gouvernements, les organisations internationales peuvent et doivent donner. Et puis, il y a aussi une réponse populaire que tous unis, organisations de différentes cultures, de différentes foi, de différentes religions, que tous ensemble nous pouvons donner comme une réponse populaire de très nombreux peuples, comme une stimulation pour les gouvernements. Et Clara nous en parlera dans un moment. Demain, le sommet mondial sur la santé globale se réunira. C'est dans le cadre du G20 sous présidence italienne. Parmi les solutions dont on discutera, il y a la suspension des brevets, bien sûr, où il faut trouver des accords absolument, mais il faut aussi partager les brevets, c'est-à-dire fournir une sorte de pool de patentes où les entreprises pharmaceutiques partagent leurs licences pour la production de leurs vaccins dans les différents pays. Mais ce que nous devons donc surtout, c'est la capacité à trouver des accords avec les entreprises pharmaceutiques pour pouvoir pour que ces vaccins puissent être à la portée des pays les plus pauvres et que les gouvernements, mus par la fraternité universelle et non pas par de nouvelles formes de colonialisme, puissent faire preuve de solidarité pour partager les vaccins, surtout pour les États qui en ont le plus besoin, les plus pauvres. C'est une sorte de vaccin partagé comme le fait le pape François parmi les gens dans le monde, surtout pour les plus invisibles, les personnes les plus pauvres, mais aussi une solidarité entre États, entre les peuples, un vaccin vraiment pour tous. Mais ce qui nous semble indispensable, c'est d'augmenter le know-how, le partage de know-how, la capacité de production des vaccins. Il y a vraiment une exigence que nous sentons, c'est de prendre soin de tout le monde, en particulier des plus pauvres. Maintenant, Clarinia va nous dire que pendant que nous attendons les décisions, que nous stimulons les gouvernements, nous pouvons donner une réponse populaire tous ensemble. Merci beaucoup, Mario. Je parle en portugais. Colette mencionou em sua fala que durante este ano, nós, Jovens por um Mundo Unido, Colette disait que durant cette année, nous jeunes pour un monde uni, avec le réseau de personnes dans le monde entier, jeunes, adultes, adolescents et enfants, nous nous engageons dans un parcours où nous cherchons à poser l'attention au centre de notre vie de citoyens actifs et politiques. Nous avons parlé durant cette année que les citoyens actifs, c'est un membre actif qui s'engage et qui s'implique dans toutes les questions du monde là où il vit. Nous sommes immergés dans une crise sanitaire globale. Nous voyons que le monde s'est arrêté. Les personnes perdent leur travail. Des milliers d'êtres humains meurent par manque d'accès aux soins. C'est un droit fondamental pour la vie de tout être humain. Nous ne pouvons pas être citoyens passifs, neutres, absents de toutes ces réalités. Devant cette scène où nous avons beaucoup de questions, de peur, de manque de sûreté, nous ne devons pas perdre l'assurance. Nous devons agir et faire notre petite part pour combattre les inégalités dans la distribution des vaccins et la prévention et le soin du Covid.
Mario a parlé de la nécessité d'une action politique pour que le vaccin soit accessible à tous. Ça, c'est un travail politique et institutionnel. C'est fondamental pour résoudre ce problème. Entre-temps, nous ne pouvons pas attendre ces solutions des gouvernements. Nous devons nous retrousser les manches, faire toute notre part en tant que citoyens actifs. Et pour cela, ensemble, avec beaucoup de parties du monde, avec beaucoup de personnes, beaucoup de religions, d'âges, nous avons décidé de lancer cette initiative mondiale pour garantir le bien commun de ceux qui aujourd'hui n'ont pas de voix. Et en ce premier moment, nous voulons nous concentrer nos forces sur une partie de l'Amazonie brésilienne, une partie de l'État du Pará. Nous connaîtrons Edson qui va nous raconter cette réalité où nous sommes présents, où nous travaillons dans un climat de confiance et de coopération. Avec cette campagne, nous proposons une donation en ligne pour les habitants de ces régions qui vivent au bord du fleuve. La population n'a pas accès à l'assistance sanitaire et très souvent, ils n'ont pas accès non plus aux centres sanitaires. Donc, l'argent que nous récolterons sera pour les doses de vaccins, pour la prévention et les soins du virus, avec un matériel de protection et d'aide pour les thérapies pendant et après la maladie. Je peux dire en tant que Brésilienne, je peux dire que la réalité de la pandémie chez les indigènes et les habitants du fleuve est pire que ce que les rapports officiels nous montrent. La majorité sont oubliés par la société, ils sont loin des centres sanitaires où on peut recevoir ces thérapies. Ils vivent non seulement une crise sanitaire, mais sociale, économique, ambientale. Donc, nous voulons nous engager par rapport à ces personnes. Nous croyons que le vaccin et le soin de l'Amazonie sont nécessaires en ce moment. Et en même temps, ça nous permettent d'appeler l'attention sur l'importance de cette réalité qui doit être protégée par nous tous. Maintenant, nous nous déplaçons en Amazonie, où est né le bateau Hôpital Pape François, qui depuis septembre 2019 dessert différentes régions. Ce bateau aide les familles qui ont besoin de soins et qui vivent sur les rives du fleuve Amazon, là où se trouve la population des ribeirinhos qui n'a pas accès à l'assistance socio-sanitaire. Ce projet sera présenté par Edson Gallego. Ciao a tutti, io sono Edison, infermiere, vi porto un saluto speciale dal cuore dell'Amazzonia. Siamo nella città portuale di Óbidos, che si trova sulla riva più stretta del fiume. Abito in quartieri poveri e semplici, Intanto mi con sembra tante che l'audio situazioni del di video dolore. non c'è, io vi saluto, Siccome la sono città è Edson, tra la foresta e il fiume, sono qua essa si trova nell'Amazzonia, isolata e chiusa nei vi suoi porto problemi saluti sociali. E qui le sfide non mancano e ci saranno sempre. Con i contributi di tanti volontari, giovani, adulti, professionisti di vari campi, è stato possibile realizzare da alcuni anni il progetto Amazonia, un'iniziativa nata per prenderci cura dei grandi... Je suis Edson, un infirmier. Je vous apporte une salutation spéciale du cœur de l'Amazonie. Nous sommes dans la ville portuaire d'Óbidos, qui se trouve sur la rive du fleuve. J'habite dans un quartier pauvre et simple avec de nombreuses situations de souffrance. Comme la ville se trouve entre la forêt et le fleuve, elle est isolée, refermée sur ses problèmes sociaux. Ici, les défis ne manquent pas. Grâce à la contribution de nombreux volontaires, jeunes et adultes, professionnels de différents domaines, il est possible de réaliser depuis quelques années le projet Amazonie, une initiative créée pour prendre en charge de graves situations sociales, économiques et sanitaires. La situation ici, déjà précaire, s'est considérablement aggravée avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Dans la région, il y a de petits hôpitaux, peu de médecins et peu de personnel de santé. Ma quasi sempre questi ospedali assistono le persone che abitano nella città. Ils réussissent vraiment à faire des miracles avec leur travail, mais presque toujours ces hôpitaux aident les gens qui vivent dans les villes
Tout le reste de la population qui vit dans les communautés le long du fleuve se retrouve sans un minimum de soins. D'où la création du bateau-hôpital Pape François, organisé de manière à atteindre les personnes les plus éloignées et qui ont besoin d'une assistance médicale. Il a déjà rejoint un total de 700 000 habitants le long du fleuve. C'est un véritable miracle grâce à l'engagement de nombreux bénévoles et à l'aide économique qui ne suffit toutefois pas. L'engagement a été plus important en cette période d'urgence pandémique. Nous nous sommes donc réorganisés spécifiquement pour lutter contre la pandémie avec des professionnels de la santé et une assistance médicale spécifique. L'hôpital de la ville n'a pas de soins intensifs. Il y a 16 lits, peu de respirateurs. À un moment donné, il n'y avait même plus de bouteilles d'oxygène, plus de médicaments. Les hôpitaux, en peu de temps, ont été remplis avec des files d'attente impossibles à gérer. Les besoins actuels sont les vaccins en ce moment. Nous procédons très lentement à la distribution, mais une grande partie de la population n'a pas encore été vaccinée. L'État assiste principalement ceux qui vivent dans les centres urbains et donc ceux qui vivent en marge, comme les habitants des rives du fleuve, risquent d'être invisibles. Ce mois-ci, la situation s'est aggravée parce que nous sommes dans la période des grandes pluies. Le niveau de la rivière a beaucoup augmenté, inondant les communautés le long de la rivière, empêchant la pêche et la navigation vers la ville pour acheter de la nourriture, des médicaments et d'autres choses. Nous continuons ici, comme de petits morceaux de levain dans la grande masse, à essayer d'apporter l'espoir et la joie de vivre. Nous pensons que c'est seulement dans ce réseau mondial que nous pouvons véritablement viser la fraternité universelle et ensemble embrasser concrètement cette partie de l'humanité souffrante et exclue. Avec vous, les jeunes du monde entier, nous voulons prendre soin d'eux. Merci pour ce que nous allons faire ensemble. Vi porto a tutti un saluto qua dell'Amazzonia e del Brasile. Je vous apporte une salutation toute spéciale de l'Amazonie. J'aimerais surtout remercier pour tout ce que vous faites et ce que nous faisons. C'est un projet qui vient, qui est né grâce aux dons de très nombreuses personnes du Brésil et du monde entier. Beaucoup d'opérateurs sanitaires qui contribuent à ce projet, qui est de faire arriver aux plus pauvres, aux tout derniers, le nécessaire. Mais 3 personnes sont importantes, il faut les nommer. Le supérieur de l'ordre des frères religieux qui a fondé cette expérience du bateau-hôpital avec Monseigneur Don Bernardo Balman, qui est l'évêque d'Obidos, qui, avec cette impulsion donnée par le pape François, a donné vie à ce projet. Ce projet est possible aujourd'hui avec la collaboration de nombreuses personnes dans le monde et aussi de beaucoup d'enfants qui collaborent avec les petites pièces qu'ils nous donnent à cette mission. Mais nous aurons, durant le Zoom, la possibilité de continuer à parler de cela. Merci beaucoup. Merci, Edson. Nous devons rappeler aussi que la chat de YouTube est ouverte. Et là, vous pouvez écrire vos questions auxquelles on pourra répondre à la fin de cette intervention. Maintenant, je donne la parole à sœur Alessandra Smerilli. Me voici. Je voulais avant tout remercier pour cette initiative et pour la manière dont elle se porte de l'avant et on veut la lancer. Merci parce qu'en ce moment, en travaillant dans la commission Covid instituée par le pape François, au début de la pandémie, le pape François s'est préoccupé des conséquences économiques et sociales de la pandémie. Il nous a demandé de préparer l'avenir. Et donc, ne restez pas là à attendre, mais faites quelque chose pour que l'avenir soit différent qu'avant la pandémie, donc après. Et il a dit, faites-le, s'il vous plaît, dans le concret.
Soyez concrets. Il me semble que ce projet, qui se base surtout sur des actions et en même temps cherche à être une voix qui cherche à faire comprendre à tous les besoins que nous avons de changer les perspectives sur les vaccins. Ce projet est une icône de ce que le pape François nous demande à la commission Covid. Je pense que c'est un projet qui sera dans le cœur du pape François. Et aussi un projet, c'est ce que je pense que nous devons comprendre mieux, qui n'est pas un projet de charité. À ceux qui sont moins bien que nous en ce moment de pandémie qui a touché tout le monde indistinctement, mais pas tous de manière égale, parce que ceux qui avaient déjà des problèmes souffrent encore plus à cause de cette pandémie. En ce moment, nous devons comprendre que pour ceux qui sont plus en difficulté, on ne donne pas les miettes. Ce n'est pas une question de charité, c'est une question de justice, de dette de justice que nous avons envers ces personnes. Comme nous l'a rappelé le pape François, nous ne nous sauverons pas si ce n'est tous ensemble. Nous ne serons pas saufs tous tant qu'il manquera une seule personne qui soit vaccinée. Je lis le soin du virus doit être projeté, disait-il, privilégiant ceux qui en ont le plus besoin. Personnes âgées, opérateurs de santé, personnes fragiles, vulnérables, pauvres et ceux qui sont oubliés. Et donc, votre projet, nous voulons projeter quelque chose qui aille dans la direction juste. Nous savons, nous avons vu tous les thèmes qu'il y a derrière le vaccin et la partie économique de la production et la distribution du vaccin. Et donc, la question des brevets, de la suspension, au moins temporaire des brevets, avec réalisme, vous avez dit, de réussir à traiter aussi les prix, parce que nous savons que les maisons pharmaceutiques pratiquent des prix différents et très souvent, ceux qui payent le plus le conséquence au prix le plus haut, c'est ceux qui ont le moins de moyens. Ça ne doit pas continuer. C'est bien de travailler aussi sur ce thème, d'aider à faire attention au prix, à traiter cette question. Il y a aussi une question de technologie, de distribution de technologie. Et alors, tandis qu'on travaille sur la brève période pour que les vaccins arrivent à tous, pour se préparer aux prochains événements, nous devrions aussi être en mesure d'étudier des vaccins qui ne soient pas projetés par la partie occidentale du monde seulement. Je m'explique. Les vaccins que nous avons maintenant ont besoin de températures extrêmes. Ils ont besoin d'une chaîne du froid qui accompagne du début jusqu'à la fin. Et tout cela, c'est très difficile pour certaines populations. Alors je crois que nous devrions employer toutes nos énergies, toute l'innovation possible pour chercher à produire les vaccins facilement transportables et produits dans tous les lieux du monde. Donc, je renouvelle le merci pour ce projet. Merci pour ce concret. Mais comme le dit Pape François, aidons-nous à rêver en grand. Et ce n'est pas un rêve de l'impossible, c'est le rêve de ceux qui, à peine se réveillent de ce rêve, commencent à avancer pour que ce rêve soit mis en pratique. Nous avons beaucoup de signes d'espérance. Et la demande, c'est que les intérêts privés ne soient pas mis avant la santé de toute personne et de chaque personne dans le monde. Comme nous l'avons dit, parce que personne ne sera sauvé tant que tous ne le seront pas. Merci encore à vous. Merci, sœur Alessandra Smerilli. Et maintenant, je passe la parole à Yacine Lafram. Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous. Je remercie le mouvement des Focolari pour la promotion d'une campagne de cette portée et aussi de nous d'avoir voulu nous impliquer. Cela nous rend vraiment
plein d'espérance en un monde meilleur et nous aimerions et nous espérons pouvoir le faire. Nous aimerions donner notre solution à une campagne qui concerne une zone géographique bien précise du monde, certes, mais d'une certaine manière qui appelle notre attention à ce que vit le monde entier. Certainement les pays en voie de développement, les pays du tiers-monde qui souffrent le plus du malaise, des difficultés que crée la pandémie à des populations entières. Et je suis vraiment désolé d'assister à toutes ces inégalités qui s'étendent toujours plus parce que un vacciné aujourd'hui est un privilégié, un non vacciné devient une sorte de lépreux dont il faut se distancer parce que celui qui n'est pas vacciné à un certain point deviendra comme s'il était infecté ou contagieux, alors que le reste du monde, les privilégiés auront eu la possibilité de se faire vacciner. Donc cela doit nous montrer que nous risquons de créer des injustices plus grandes pour des régions, par rapport à des régions qui sont déjà touchées par la faim, par les injustices, les inégalités, et tout cela mine ce qu'est leur vie dans la dignité. Et nous avons une co-responsabilité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et aussi par rapport à ce qui pourrait arriver. N'oublions pas que nous sommes, et cela a bien été dit tout à l'heure, que nous sommes reliés les uns aux autres et nous risquons d'une certaine manière une fois que nous aurons vacciné des populations entières, nous risquons de commencer à répudier les autres et regarder avec suspicion les autres pays qui n'ont pas réussi aujourd'hui, qui n'ont pas réussi à vacciner une grande partie de leur population, et même pas le personnel sanitaire. Et donc, nous sommes très préoccupés et nous espérons que cette campagne pourra faire en sorte que soient promues d'autres campagnes de vaccination pour d'autres populations dans le besoin. Je veux rappeler la contingence du moment, ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires palestiniens. N'oublions pas que la bande de Gaza, ce petit bout de terre où il y a une très forte densité de population, a été bombardée. Dans cette bande, le seul laboratoire Covid à disposition des Palestiniens a été bombardé. Et seuls 3% des Palestiniens ont pu être vaccinés par rapport aux plus de 60% d'Israéliens. Ça doit nous faire réfléchir vraiment sur la situation de la pandémie qui continue à devenir de pire en pire dans de nombreux coins du monde. Dans la bande de Gaza, il y a de très nombreuses personnes infectées et 43% sont positives, sont touchées. Et n'oublions pas que, tandis que de nombreux pays vaccinent même les enfants, dans d'autres pays, il n'a même pas été possible de vacciner le propre président, juste pour bien se comprendre. Ces pays vivent aussi de nouveaux variants qui continuent à faire de nouvelles victimes. Mais nous avons confiance dans le fait que le monde puisse se relever. Mais ce sera possible seulement si nous nous rendons compte que nous sommes interconnectés et que nous sommes co-responsables. Merci encore et tous mes compliments pour le grand travail que vous portez de l'avant. Merci à vous, Yassine Lafram, président de l'association de la communauté islamique de l'Italie. Je passe la parole maintenant à Gianfranco Catai, qui est coordinateur de l'association Retinopera. Bonjour, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je vous apporte les salutations de Retinopera
qui est né en Italie, qui rassemble 23 associations et mouvements catholiques sur le plan national avec environ 4 millions d'adhérents. Le mouvement des Focolari en fait partie et il est même une des pierres d'angle de notre association. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre une opportunité très importante, une occasion extraordinaire, parce que par rapport à ces thèmes, il y a deux types d'approches. Par exemple, la question du droit au vaccin. Deux types d'approches. Un type, c'est sécuritaire et l'autre, c'est la solidarité. L'approche sécuritaire, personne n'est sûr tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. Ça, c'est très laïque, mais c'est l'effet de la mondialisation, nous le vivons et nous sommes en train de le comprendre. Et la deuxième chose, sans solidarité, il n'y a pas d'avenir. Mais depuis quand le savons-nous? L'effet des inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein du même Nord, tout cela nous montre que s'il n'y a pas de solidarité, les inégalités grandissent, la pauvreté, etc. Donc c'est une occasion très importante parce que c'est un travail systémique, une approche de subsidiarité qui est nécessaire. Et pour nous, les Italiens, on l'a inscrit dans la Constitution, la subsidiarité. Le rôle de la politique, le rôle de l'économie, le rôle de la société civile sont mis en évidence. Et nous devons affronter, faire des actions, comme cela a déjà été dit, et j'aimerais le répéter, des actions de justice. Coopérer pour donner des réponses de justice à tous dans le monde entier. Donc il me semble que ce discours qui commence aujourd'hui avec la campagne des vaccins et qui est très concrète, avec une expérience très concrète en Amazonie. Donc c'est une expérience qui commence à propos des médicaments. Nous espérons que tout cela pourra inaugurer un temps futur meilleur. Je me réfère en particulier à la production de médicaments essentiels dans les pays pauvres. Depuis combien de temps parlons-nous de la possibilité que les médicaments essentiels puissent être produits localement en récupérant aussi le savoir-faire pour faire ces médicaments. Et ça nous semble très important. Certaines tentatives ont été faites, mais nous avons vu qu'il y a eu un blocage de la part des entreprises pharmaceutiques. On n'est pas hors du monde, on n'est pas ingénu, mais le bien commun dans le monde doit passer à travers des expériences qui sont en pointe. Et je suis sûr que l'expérience que nous sommes en train de lancer aujourd'hui ensemble, et nous sommes honorés de pouvoir le faire ensemble, c'est une expérience très importante. Merci beaucoup. Merci à vous, Gianfranco. Et maintenant, nous passons la parole à... Donc, on remercie Gianfranco Cattai. Et maintenant, nous passons la parole à Stefano Comazzi, président de l'ONG AMU, Action pour un monde uni. Bonjour et merci à tous. Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, cette campagne est complétée par une action concrète de solidarité en faveur des nombreuses populations qui ont le plus besoin et qui sont exclues de l'accès aux soins nécessaires et à la prévention nécessaire contre la pandémie de Covid-19. Nous aimerions bien sûr pouvoir aider tout le monde, mais nous avons vu que nous pouvons commencer par 7 municipalités de la région de la Basse-Amazonie, Alenquer, Curuá, Faro, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa et Juruti, qui sont dans l'État brésilien du Pará. Il s'agit d'une population d'environ 259 000 habitants
dont une grande partie vit sur les rives du fleuve Amazone et de ses affluents. Ils pratiquent la pêche, l'agriculture de subsistance et d'autres activités peu rémunérées et dangereuses dans le domaine de l'extraction des mines. Pour cette raison, ils sont appelés les ribeirinhos, les habitants des rives. Comme vous l'avez entendu, cette action est née pour soutenir l'engagement du diocèse d'Óbidos et de l'association Maison Saint-François d'Assise pour l'assistance à ces populations et qui, depuis 2019, fonctionne avec 2 bateaux hôpitaux bien équipés. Chaque mission dure environ 10 à 15 jours, y compris les allers-retours à la base d'Óbidos, où le bateau reste ensuite durant 5 à 7 jours pour permettre le repos du personnel et le ravitaillement. Et puis, le bateau repart pour une nouvelle mission selon un calendrier établi sur le plan annuel. Il s'agit de populations donc, qui vivent isolées le long du grand fleuve et où même le service de santé publique peine à arriver avec efficacité et constance, tandis que la pandémie n'a tout de suite n'a trouvé aucun obstacle et s'est rapidement propagée de façon fulgurante. Et cela, on l'a déjà dit aussi tout à l'heure, concernant la politique de santé du gouvernement fédéral brésilien en réponse à la pandémie. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de prédire si et comment les vaccins seront apportés et distribués à cette population. Mais avec l'association des franciscains, nous avons pensé à un programme qui, en plus des vaccins, renforcera les soins médicaux, agira avec des actions de sensibilisation et de prévention et offrira une assistance de base aux familles les plus vulnérables de ces 7 municipalités. Donc, dès que les conditions le permettront, le programme de vaccination sera mis en marche, en collaboration bien sûr avec les autorités sanitaires des municipalités concernées et selon les priorités du programme national d'immunisation. Pour l'instant, le coût prévisible par vaccin est autour de 5-6 euros, mais chiffre en fonction de l'évolution de la situation. Sont effectués dans le cadre, et il faut vraiment le dire, du programme de santé existant des bateaux hôpitaux avec le triage, le diagnostic et les soins spécialisés si nécessaire. Pour la prévention et la prophylaxie, en collaboration avec les responsables locaux, il y aura des actions d'orientation et de sensibilisation sur l'hygiène, la distanciation sociale et la remise de packs de protection et d'hygiène contenant des masques, de gel hydroalcoolique, de désinfectants, de savon, d'autres produits pour les soins et l'hygiène. Du matériel de protection sera également fourni aux personnes qui assistent et visitent les communautés. Le coût estimé de ces colis est d'environ 15-16 euros. Enfin, le programme d'aide aux familles les plus vulnérables comprend la distribution de colis qui contiennent du riz, de l'huile végétale et haricots de sucre, des pâtes, du lait en poudre, d'autres aliments, et puis là où ce sera nécessaire aussi des aliments pour bébés. Si possible aussi, des articles d'hygiène personnelle et de désinfection seront également distribués. Le coût moyen de chaque unité est estimé à 17 euros. Mais avant de conclure, j'aimerais souligner un aspect très important. La réciprocité. La réciprocité pour nous de l'Action Monde Uni, et pas seulement pour nous, c'est vraiment très important parce que personne ne doit se sentir comme un bénéficiaire passif. Mais il faut que se créent des liens de fraternité entre les communautés de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent ces aides. Cette vision est également partagée par le diocèse d'Óbidos et l'association des franciscains, si bien que lors de leur séjour le long du fleuve, les communautés qu'ils visitent contribuent généralement avec ce qu'elles ont, des volailles, des fruits, légumes, autres biens, etc. Mais nombreux sont aussi ceux qui se rendent disponibles par des services bénévoles pour soutenir et contribuer à ces missions.
Alors, je vous invite donc à soutenir cette campagne et cette action. Disons qu'avec environ 20 000 euros, on peut distribuer environ 550 paquets de santé et de nourriture ou plus de 3 000 vaccins. Et bien sûr, il est évident qu'avec des sommes d'argent plus importantes, et on le souhaite vraiment, beaucoup plus de personnes et de communautés pourront être soutenues. En attendant que dans le reste de la planète aussi, nous puissions arriver à protéger de manière juste et efficace les nombreux exclus, je vous remercie et bonne chance à tous. Merci Stefano Comazzi. Et maintenant, nous avons une dernière personne. Nous remercions Vinu Aram, président du Shanti Ashram, et nous sommes vraiment très honorés de sa présence depuis un pays comme l'Inde, qui a été très touché par la pandémie. À vous la parole. Merci beaucoup. Je m'unis à ce moment pour appeler encore à la solidarité. Si on regarde les signes de la pandémie, les nombres, nous avons vu qu'il y a 160 millions de personnes, de frères et de sœurs qui ont un nom, une adresse, une famille qui sont morts. L'Inde, à la deuxième vague, beaucoup de personnes encore positives ont le virus. Hier en Inde, nous avons vu avec les statistiques le nombre de morts le plus élevé depuis le début de la pandémie. La pandémie n'est pas terminée. C'était le plus fort encore hier. La souffrance de cette maladie n'est pas terminée. Et donc, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici réunis, c'est une lutte collective contre un virus qui ne fait pas de discrimination, qui touche tous sans distinction et qui a touché 200 pays dans le monde. Mais l'effet du virus n'est pas égal partout. Lorsque j'ai été invitée par mes frères et sœurs du Focolare en Inde à venir avec vous pour cette rencontre, j'ai dû dire oui tout de suite parce que le deuxième morceau, qu'est-ce que la société fait? La science explique le virus. Comment il se diffuse dans le monde, qu'est-ce qu'il produit. C'est quelque chose de très diffusé, beaucoup de personnes. C'est une rapidité sur cette deuxième et troisième vague. Il se transmet très, très vite, mais ça touche toute la société. Et comme responsable de l'organisation gandhienne, je suis vraiment impliquée dans ce cercle. Pendant 2 ans, l'autonomie a été touchée par cette pandémie. 1,5 billion d'enfants, beaucoup de mon pays, les enfants n'ont pas eu une vie normale, ils n'ont pas pu aller à l'école, ils n'ont pas pu jouer avec les autres enfants, ils n'ont pas pu étudier. Nous savons qu'il y a une crise économique sans précédent. Sœur Alexandra nous en a parlé, d'être tous touchés de façon égale. Mais là, il y a aussi une crise des valeurs humaines, pas simplement économique. Donc, l'idée du vaccin pour tous est très importante. Il y a une éthique que l'on apprend dans les écoles de médecine. Pourquoi il faut prendre soin? Beaucoup de personnes ici ont parlé de justice, de nous voir tous comme une grande famille, mais aussi la compréhension pratique de ces 15 mois. On voit que le virus circule très rapidement. Donc le pape François nous invite à réfléchir à la solidarité, à penser à la solidarité. Mahatma Gandhi, au début du XXe siècle, disait « La foi ne permet pas la vie tout seul. On ne peut pas parler des valeurs religieuses, mais il faut les vivre. » Moi, je suis reconnaissante au mouvement des Focolari
et à tous les partenaires qui sont impliqués dans cette Semaine Monde Uni et dans cette action. C'est toutes les adoptions aussi à distance, tous ces programmes ont impliqué des personnes qui pensent à l'humanité. Stéphane nous a parlé du coût d'un vaccin, le coût d'un kit d'hygiène. Donc c'est possible pour le monde de porter ensemble les ressources matérielles, économiques. Le dernier point que je voudrais dire, c'est que la science nous dit que le vaccin fonctionne avec le vaccin social. Le masque, la distanciation, se laver les mains. Oui, mais nous savons que pour la première fois dans le monde, les scientifiques ont collaboré tous ensemble pour trouver ce vaccin. Ils l'ont fait très rapidement. Dans mon pays, en Inde, nous avons eu l'honneur d'avoir deux entreprises qui produisent ce vaccin. Mais nous ne pouvons pas vivre le marché comme on l'a vécu jusque-là. Il y a la mondialisation qui nous montre qu'aujourd'hui, la solidarité porte à la sécurité. Mahatma Gandhi disait que le progrès de tous doit être compté pendant les moments de crise et le progrès de tous doit être pensé au moment de prospérité. Je suis très heureuse que cette action très pratique, ce programme que nous avons commencé dans un lieu. Je le soutiens, ce vaccin pour tous, nord, sud, est, ouest, personnes âgées, jeunes. Moi, je travaille avec le gouvernement de l'Inde et nous faisons cet appel au vaccin pour tous, pas simplement américains, italiens, mais pour tous, parce que cette famille mondiale est toute reliée. C'est une famille mondiale qui doit se réunir pour rêver d'un avenir où nous pouvons vivre notre solidarité tous ensemble. Je suis avec vous. Et si nous pouvons contribuer à ce projet, je vous invite tous ceux qui m'écoutez, le coût d'un vaccin, le coût de 1000 vaccins, un kit, 1 million de kits, ce que vous pouvez. Unissez-vous à ce projet parce que c'est la vie des personnes qui est en jeu, que nous voulons protéger. C'est notre humanité collective que nous mettons au service de notre peuple. Merci. Nous remercions de nouveau Vinu Aram, président du chantier Ashram. Merci aussi à tous nos invités et ceux qui représentent certaines des organisations qui promeuvent cette initiative, un vaccin pour tous. Et nous concluons la partie présentation en vous montrant le site web qui a été créé pour cette campagne, qui s'appelle vaccineforall.org. Et nous avons une vidéo qui nous montre comment a été créé ce site. Vous le trouverez dans les différentes langues. Mais en attendant, je vous dis que vous pouvez trouver des informations sur cette initiative, les informations qui aident et qui promeuvent cette campagne. Et vous trouvez aussi de quoi il s'agit dans ce projet. Vous avez aussi la possibilité de devenir partenaire. Qui veut devenir partenaire de cette campagne? Les différentes organisations, les réseaux, les associations qui croient que ce vaccin est un bien commun. Nous avons la possibilité aussi de donner à travers ce site Internet. Vous trouverez en haut à droite la possibilité de faire des dons. L'adresse de ce site, vaccineforall.org. Deux actions importantes que vous pouvez trouver sur ce site, comment faire un don et comment devenir partenaire donc. Je rappelle l'adresse vaccineforall.org. Maintenant, nous avons la parole pour les questions des journalistes qui doivent lever la main
Avant de poser la question sur le Zoom et ceux qui suivent cette conférence à travers le canal YouTube, vous pouvez le faire à travers la chat. Posez vos questions à travers la chat. Voyons si nous avons quelques questions de la part des journalistes. Aurelio Mole. Aurelio Mole. Allora, avevo alcune domande. Sono Aurelio Mole, lavoro per Cittànuova e anche per il programma A Sua Immagine di Rai 1. Alors, je parle aussi pour le programme A Sua Immagine de Rai 1. Ce qu'a dit Stefano Comazzi, quand voulez-vous commencer la campagne de vaccination? Est-ce qu'on veut l'étendre aussi à d'autres zones géographiques du monde ou bien c'est seulement prévu pour les ribeirinhos du Brésil? Une autre question, comment voulez-vous faire pression sur les gouvernements? De quelle façon concrète voulez-vous faire? Oui, donc je réponds. Merci. Je réponds à la première question. Quand est-ce que nous allons commencer? Disons que pour les vaccinations au Brésil, comme on le disait tout à l'heure, en ce moment, la situation est assez fluide, disons. Il y a un débat très vif au sein du Parlement fédéral et il faut attendre de comprendre quels seront les développements de ce débat et quelles seront les normes qui en ressortiront par rapport au vaccin. C'est pour ça que nous avons estimé les coûts parce qu'on ne sait pas encore très bien comment faire. Selon les dernières nouvelles que nous avons reçues, il semble qu'il y a une ouverture à la possibilité d'acquérir des vaccins aussi de la part d'institutions privées, mais seulement quelques institutions, des grandes compagnies, qui auront l'obligation de remettre une partie de ces vaccins à d'autres institutions. Pour l'instant, il semble que les bateaux hôpitaux du diocèse d'Óbidos ne sont pas directement, ne pourront pas en recevoir. Mais le débat est en cours et donc on essaie de modifier cette chose-là. C'est pour ça que nous avons aussi pensé à d'autres formes alternatives comme les aides aux familles vulnérables, la distribution etc. Ou commencer par le Brésil parce qu'on est en mesure de commencer tout ça. Il y a toutes les infrastructures déjà existantes, le projet du diocèse d'Óbidos est déjà en œuvre. Mais bien sûr, on est très heureux de pouvoir le faire dans d'autres lieux du monde, comme en Inde, d'où nous a parlé Vinu Aram tout à l'heure, ou bien l'Afrique, dont on parle peu, mais qui, évidemment, en a extrêmement besoin et en aura toujours besoin. Donc, en fonction des possibilités qui nous arriveront, et les institutions internationales doivent aussi s'ouvrir avec plus de courage et plus de confiance par rapport aux ONG, en dépassant, en surmontant les mécanismes de contrôle financier qui va au-delà des capacités, de l'efficacité des projets des ONG. Parce que beaucoup d'ONG arrivent ou pourraient arriver là où les gouvernements n'arrivent pas, mais elles ne peuvent pas le faire parce que peut-être le système de contrôle financier est extrêmement rigide et sélectif. Donc, cela empêche beaucoup d'ONG qui seraient capables et motivées d'arriver à certains endroits où personne n'arrive. Donc ça, c'est aussi un appel que nous lançons à la classe politique internationale. Moi, il me semble que cette action symbole, qui est une action populaire, sert à stimuler les gouvernements pour dire le peuple s'exprime avec de nombreuses organisations de différentes cultures et foi, de nombreuses nations. Et ces organisations disent au gouvernement, il faut qu'on prenne soin. C'est-à-dire, il faut trouver des solutions politiques. Et moi, je partage ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas... c'est-à-dire, quand on est face à une pandémie, il faut agir d'urgence. Des prix Nobel en 2020 ont déjà lancé ces appels. C'est arrivé sur les tables des puissants du monde. Mais
et ils avaient cette indication. Ils disaient le vaccin est un bien commun, c'est la réponse d'aujourd'hui. Il y a une réponse populaire, mais il y a aussi une réponse politique. Et comme on le disait, le G20 se réunit demain, le sommet global pour la santé, et des personnalités se retrouveront, des États se retrouveront qui peuvent avoir une influence sur l'OMC, par exemple. Le thème que l'on aborde ces jours, la suspension des brevets ou une forme partagée de brevets, donc avec la responsabilité sociale aussi des entreprises pharmaceutiques productrices de vaccins, mais surtout, et cela on l'a déjà dit aussi, le transfert de compétences, de savoir-faire, de la chaîne du froid, etc., afin que tous les pays puissent produire des vaccins et d'avoir des vaccins au moins à disposition. Ça, c'est une réponse politique qui doit être aussi, qui a besoin de notre apport, de notre soutien. Nous avons écrit à la présidence du G20, qui est en ce moment en Italie. On a demandé une rencontre afin qu'il y ait dès demain, mais ces prochaines semaines, et en partant de cette action, une réponse concrète, parce qu'il faut vraiment du concret aujourd'hui. Merci. Nous avons la possibilité pour d'autres journalistes de poser des questions. Hello, I'll speak in English. I'm calling Je parle en anglais. Washington, D.C. And J'appelle je parle de Washington. Just to give Je suis éditrice pour le New City, États-Unis. Aux États-Unis, nous avons 32 millions de cas de COVID confirmés. 800 000 morts, semble-t-il, mais 37% ont été vaccinés malgré toutes les disponibilités. Nous essayons de comprendre quelle est la désinformation sur ce sujet. Ma question serait, cette conférence de presse est très importante pour mettre en route un débat sur les besoins d'un vaccin. Mais je me demande, dans les pays, cette disponibilité, quelqu'un a besoin de recourir à d'autres pays. Quelles sont les communications possibles, les instruments de communication que nous avons pour diffuser l'information juste? Une autre question, quels sont les canaux pour transférer ceux qui sont plus des instruments, ceux qui ont le plus besoin? Aux États-Unis, on produit beaucoup, par exemple, de ventilateurs, respirateurs pour les pays les plus pauvres. Ces technologies peuvent être partagées, mais comment? Je pensais en particulier à l'Inde. C'est les questions que je me pose. Merci. Alors, je diviserai cette partie en trois. La première partie de ta question concerne la mauvaise information. Et en effet, nous tous, nous faisons partie d'une grande réponse au Covid en parlant de cette manque d'information, ou qui est mauvaise, disons. La seule façon de le faire, c'est de donner des signes positifs, d'être communicateur avec les personnes. C'est une bonne science. Donc, les organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, organisations scientifiques, c'est important qu'il y ait des personnes bonnes, crédibles, respectées, à qui on ait confiance. Je pense que la voix du pape François est importante et celle des Focolari aussi. Donc, une bonne science, c'est des personnes valables. Aussi, des personnes de foi, c'est important. Nous ne devons pas céder, ce n'est pas le moment de céder, de renoncer. Le même message, nous devons le faire passer depuis 15 mois. On a dit rien n'a changé dans la prévention. Le masque, la distanciation et se laver les mains, mais aussi le vaccin. Donc, patience, persévérance, personnes valables et aussi bonne science. Ce sont des instruments que nous devons créer. Une pandémie de l'information juste.
parce que beaucoup de personnes le font. Nous devons unir nos mains pour augmenter cette voie. Pour la deuxième question, la couverture des vaccins, c'est très important. Moi, je vois dans les statistiques du monde, tu parles d'un quart de couverture en Amérique du Nord. Mais si tu regardes le graphique, on peut voir qu'il y a une distribution inégale du vaccin dans le monde. Donc ça, dans ce cas, la voie de la solidarité et l'information juste est d'appeler les leaders, le pouvoir de la persuasion. Je voudrais rappeler le vaccin pour tous. Nous devons maintenir cette accélération sur ce message parce qu'une fois que nous avons présenté cet appel, la parole responsabilité est une réponse au vaccin pour tous, nous serons capables de le faire comme nous pouvons produire plus de vaccins. Moi, je pense avec la technologie, en améliorant les transports, en multipliant la production de vaccins en différents points du monde. Donc, une chaîne. Deuxièmement, les êtres humains ont été touchés par l'intervention de ceux du Brésil, comme le disait Stefano. Les volontaires, le vaccin a quelque chose à voir avec les volontaires. Chaque semaine, moi, je regarde la distribution des vaccins en Inde et vacciner 2000 personnes demande un grand effort. Il y a besoin de ressources humaines, de mettre ensemble ces ressources. Donc, il y a des grandes possibilités dans le volontariat, dans les communautés de foi, les ONG. C'est le moment de dire présent, enfin de se présenter. Une partie de la structure socio-sanitaire, d'assistante sanitaire dans des pays comme l'Inde est très limitée. Donc, il y a besoin de beaucoup de créativité. Les projets au Brésil, par exemple, sont un exemple de cela. Donc, tout ce qui est porté de l'avant, il faut être créatif. Donc, mauvaise information, en résumant, des personnes braves, valables, persévérance, patience et après l'engagement pour un vaccin pour tous et ensuite faire appel aux responsabilités. En Inde, nous avons commencé et nous continuons à parler de vaccins pour tous. Dans les États, nous devons arrêter de façon à ce que les chaînes se mettent en marche. Comme l'a dit Stefano, toute cette pandémie, il faut maintenir cette ouverture. Stefano a parlé de fluidité, ouverture, que les personnes de foi, nous connaissons l'amour réciproque, mais nous savons que la grâce de Dieu vient sur la base de l'incertitude, mais la mission, c'est d'utiliser les meilleurs moyens que la science nous donne, le vaccin pour tous, ensemble, avec ce vaccin social. Ça, c'est une réponse longue, mais j'espère qu'elle soit valable. Continuons ensemble. Avec cette capacité, nous pouvons grandir dans la responsabilité sur un vaccin pour tous. Merci beaucoup, Vinu Aram, pour cette réponse. Peut-être que quelqu'un peut répondre aussi à cette question qu'a faite Chiara par rapport aux canaux de communication que nous allons utiliser pour diffuser cette campagne. Nous avons créé Instagram avec le nom de notre campagne. Nous avons aussi notre site qui est un moyen de communication. Il y a toutes les informations pour faire une donation. Et nous avons aussi le tweet. Et maintenant, ce sont nos moyens de communication en ce moment. Bien sûr, toutes les organisations qui sont promotrices avec nous et les autres qui vont devenir partenaires, parce qu'il y a cette possibilité sur le site, comme on l'a vu. Donc, ça devient un grand réseau dans le monde qui pourra diffuser ce projet et qui nous aidera dans l'action sur les gouvernements, en plus de l'action sur la population.
On peut rappeler qu'il y a environ plus de 40 organisations qui jusqu'à présent adhèrent à cette campagne. Et il y a des organisations de différents pays comme l'Italie, l'Espagne, le Mexique, l'Argentine et beaucoup d'autres qui arrivent encore maintenant. Nous avons la possibilité pour d'autres questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions des journalistes? Sinon, nous allons lire les questions qui nous sont arrivées à travers YouTube. Il y a une question qui est écrite. Nous savons qu'il y a des initiatives au niveau des institutions européennes pour contribuer à l'objectif d'ouvrir la possibilité du vaccin vraiment à tous. Ça, c'est une question qui a été faite à travers le chat de YouTube. Oui, il y a beaucoup d'autres initiatives. Nous pensons que la prise de position sera prise demain au sommet du G20. L'Union européenne pourra s'exprimer aussi de façon très claire. Ça, c'est une action qui est en réseau et qui soutient d'autres actions qui existent déjà dans le monde pour atteindre tout le monde. Donc, ça se veut une opportunité pour renforcer l'action, de faire la pression juste sur les gouvernements. Donc, c'est en lien avec, dans la ligne de ce que font déjà beaucoup d'organisations pour ce vaccin global. Une autre question qui nous est arrivée à travers YouTube. Quand commencera le recueil des dons? Les dons commencent tout de suite, c'est déjà ouvert. Le site dont on a parlé tout à l'heure est déjà ouvert, vaccineforall.org. Et comme on l'a expliqué, il y a une touche où il y a toutes les informations, où vous pouvez faire vos dons à travers ce site. Il y a peut-être encore d'autres questions sur le Zoom ou YouTube. Donc là, vous voyez le site qui défile sur ce vidéo. Donc, vaccineforall.org, possibilité de faire des dons. En haut à droite, il y a cette touche Donna pour les dons. Vous trouvez aussi les canaux sociaux, comme a déjà expliqué Karine, et les moyens pour promouvoir et diffuser cette campagne. Nous sommes présents sur Instagram et aussi sur Twitter. Can I add one point? Sure. May I? Yes. Est-ce que je peux ajouter un point? I think I want to also give Je pense. practical experience from India. Je parle d'une expérience pratique de l'Inde. Nous avons commencé notre vaccination en janvier, lorsqu'il y avait beaucoup d'hésitation au début sur le vaccin. Nous avons continué. Nous sommes très reconnaissants aux autorités de l'Inde et tous les parents de personnes âgées. Je voudrais souligner un élément. À la deuxième vague, nous sommes au milieu et beaucoup de personnes sont touchées. Les personnes vaccinées, il semble qu'elles sont mieux protégées. Donc, c'est une raison pour laquelle il faut soutenir cette cause. Pas simplement pour une question de justice et d'égalité, mais parce que ça sert concrètement à la protection de tous. Les personnes vaccinées ont plus de possibilités, moins de possibilités d'être hospitalisées ou en thérapie intensive. Nous avons vu que la plus grande partie des personnes qui sont mortes n'étaient pas vaccinées, elles étaient exposées, plus exposées au virus. Donc, continuez à porter de l'avant cette très belle cause, parce que pour protéger les personnes, ça protège pendant que la pandémie va de l'avant. Merci beaucoup, Vinu Aram. Et donc, nous arrivons à la fin
de cette conférence. Nous remercions tous ceux qui ont participé au lancement de la campagne et nous vous rappelons le site officiel vaccineforall.org. Vous pouvez également nous contacter par courriel à travers l'adresse info@vaccineforall.org. Merci encore et au revoir. Grazie, thank you everybody. Thank you. Merci à tous de la part de Vinu Aram.